Ma mère est morte d'une overdose de drogue et je n'ai jamais connu mon père. Finalement, j'ai été placé en famille d'accueil et à ce moment-là, j'avais 10 ans. Je n'étais ni une petite fille, ni une adolescente. J'étais extrêmement maladroite et être une enfant sans tuteur à charge avait ses propres inconvénients. L'État m'a placé dans une famille d'accueil située en périphérie de la ville. La maison appartenait à une femme nommée Ramona, qui avait presque 40 ans. Elle dirigeait le foyer d'accueil avec 5 enfants, y compris moi. Son petit ami venait souvent la voir. Je n'aimais pas ce type. Il avait un visage très rude, avec une grande cicatrice sur la joue, signe qu'il avait été impliqué dans une horrible bagarre, car c'était sans aucun doute une cicatrice de couteau. Quoi qu'il en soit, Ramona semblait attachée à ce type. Chaque fois qu'il venait, elle se maquillait et s'habillait beaucoup. Il sortait souvent et revenait tard dans la nuit. Lorsqu'il revenait, nous dormions déjà tous. Parmi ses enfants, ma seule amie était ma colocataire, Maria. Sa mère l'avait laissée dans la rue et elle avait été placée en famille d'accueil par une ONG. Chaque enfant vivant dans cette maison avait un passé tragique avec lequel il devait composer. Ramona n'était pas une personne très affectueuse, mais elle ne nous maltraitait jamais. Elle célébrait tous nos anniversaires le même jour, probablement pour réduire les coûts au maximum. Nos chambres étaient à l'étage. La chambre de Ramona était la plus grande de la maison. Elle dormait en bas. Un jour, je jouais avec Maria dans le jardin et elle est accidentellement tombée de la balançoire et s'est blessée à la jambe. Je suis allé chercher Ramona et j'ai frappé à la porte de sa chambre. Quand elle l'a ouverte, j'ai remarqué un papier peint multicolore collé sur les murs de toute sa chambre. Il y avait des fleurs et des papillons imprimés dessus. J'ai été étonné de voir la grandeur de la chambre. Sa chambre ressemblait à un monde différent à cause de ce papier peint vibrant. Elle est allée s'occuper de Maria, mais je suis resté là et j'ai continué à regarder autour. Ramona s'est occupée de Maria dans le salon. J'étais en train d'observer de près le papier peint quand soudain, une femme a murmuré à mon oreille. « Aide-moi ». J'ai immédiatement sauté en arrière, surprise. J'ai regardé autour, mais j'étais la seule personne dans cette chambre à ce moment-là. Je ne comprenais pas si c'était mon imagination ou si j'avais vraiment entendu la voix d'une femme. « Bonjour, y a-t-il quelqu'un ici ?» ai-je dit nerveusement. Il n'y a pas eu de réponse, mais j'ai commencé à entendre un bruit de chuchotement. Je me suis concentré sur le bruit et j'ai découvert qu'il venait du mur de la chambre juste en face de moi. Je me suis approché et j'ai mis mon oreille contre le mur. « Que fais-tu » Je me suis retourné et j'ai vu Ramona debout, me regardant avec une expression de surprise. « Rien, je regardais juste le papier peint. »« Tu as une très belle chambre, Ramona, » ai-je dit. « Eh bien, merci ma chérie. »« Allez, il est l'heure de déjeuner, » a-t-elle répondu sans perdre une seconde de plus. Je suis sorti de la chambre avec un air très gêné. Je savais qu'elle m'avait vu penché contre le mur, écoutant comme une folle. Quelques mois ont passé et 2 enfants ont été adoptés, ne laissant que 3 d'entre nous dans la maison. Maria, un garçon nommé Tony et moi. Tony était plus jeune que nous, donc il nous obéissait toujours. Un jour, Ramona travaillait dans la cuisine lorsqu'il y a eu une fuite sous l'évier. Elle a appelé Marco pour l'aider. Marco est venu et a commencé à vérifier la fuite dans le tuyau. « Je pense qu'il y a une vis à serrer. Merde, je n'ai pas de clé à molette, » a dit Marco. « Je pense qu'il y en a une au sous-sol, » a répondu Ramona. Aucun des enfants n'aimait aller au sous-sol car il était sombre et lugubre, mais Ramona était occupée et Marco aussi, alors je me suis porté volontaire. J'ai allumé la lumière du sous-sol et suis descendu lentement les escaliers. Le sous-sol avait une odeur étrange, probablement parce qu'il n'y avait pas de fenêtre ni de ventilation pour que l'air circule. Dans le coin droit, il y avait une étagère en bois. J'ai vu la clé à molette sur l'étagère et je me suis approché pour la prendre quand j'ai remarqué une grande malle dans le coin gauche. J'ai pensé qu'il pourrait y avoir des jouets ou quelque chose d'excitant dedans, mais quand je me suis approché de la malle, j'ai remarqué qu'elle était fermée avec un cadenas en métal. Il n'y a rien d'autre que des ferrailles là-dedans. Mes yeux ont suivi la voie et j'ai vu Marco descendre les escaliers du sous-sol. Alors, pourquoi est-elle fermée avec un cadenas ? ai-je demandé curieusement. Marco m'a observé un moment, puis s'est approché de l'étagère et a pris la clé à molette. « Allons-y, nous avons trouvé ce que nous cherchions », a-t-il dit. Je suis sorti du sous-sol et il a fermé la porte derrière moi. Je ne suis pas sûr, mais depuis ce jour, j'ai commencé à me rendre compte que quelque chose n'allait pas dans cet endroit. La nuit, je pouvais entendre des voix parcourir les couloirs,
mais plus j'essayais de les écouter, plus elles s'estompaient. Une nuit, je me suis réveillé en entendant une dispute en bas. Je me suis glissé silencieusement hors de ma chambre et ai espionné depuis l'étage. J'ai vu Ramona et Marco avoir une sérieuse discussion, mais ils parlaient à voix basse et d'un ton âpre. « Que dis-tu? Es-tu fou? Écoute, je te dis que cette fille nous causera des problèmes. Ne parle pas comme un idiot, ce n'est qu'une gamine stupide. Elle ne devinera jamais la vérité. Aujourd'hui, elle m'a demandé ce qu'il y avait dans la malle. Nous devons nous en débarrasser. Oh, allez, tu as peur d'une gamine? Tu ne te souviens pas à quel point les flics étaient idiots en Californie? Écoute ma chérie, il n'y a rien à craindre, d'accord? Détends-toi, je vais garder le sous-sol fermé en permanence à partir de maintenant. Contente? Oui, c'est mieux. Je chercherai un endroit pour me débarrasser de la malle bientôt. Ils sont allés dans leur chambre et je suis retourné dans mon lit. Qu'est-ce qui pouvait bien se trouver dans cette malle? J'ai continué à y penser depuis ce jour. Ramona a toujours gardé la porte du sous-sol fermée, mais ils n'ont pas pu garder le mystère caché bien longtemps. C'était une nuit de samedi. Ramona et Marco étaient sortis. Tony, Maria et moi regardions la télévision dans le salon. « Hé, jouons à cache-cache », a soudainement dit Maria. Tony et moi avons été d'accord et avons commencé à jouer. Après quelques tours, c'était à moi de trouver tout le monde. Prêt ou pas, j'arrive. J'ai couru à l'étage et ai commencé à chercher Maria. J'ai facilement trouvé Tony car il s'était caché sous le lit, mais je ne trouvais Maria nulle part. Je me suis dit qu'elle avait peut-être été se cacher en bas. J'ai couru en bas et après avoir vérifié tout le salon, le seul endroit qu'il restait à vérifier était la chambre de Ramona car le sous-sol était fermé. J'ai poussé la porte de la chambre de Ramona et dit « Je sais que tu te caches ici, Maria. » J'ai senti une forte odeur chimique dans la chambre de Ramona. L'odeur venait des murs. Elle avait vaporisé quelque chose sur le papier peint qui faisait que sa chambre sentait comme les cabines d'un hôpital. Je me suis approché du mur droit et ai examiné le papier peint vibrant collé dessus. En touchant le papier peint, je l'ai senti humide et me suis rendu compte qu'un liquide étrange avait été appliqué partout. Soudain, Maria est sortie de l'armoire de Ramona et a essayé de me faire peur en me saisissant par le cou par derrière. Je me suis retourné et l'ai esquivée habilement, ce qui a fait qu'elle s'est écrasée contre le mur. Dès qu'elle est tombée sur le papier peint trempé, elle l'a accidentellement déchiré, créant un trou. Des centaines de fourmis et d'araignées ont commencé à sortir de ce trou. Il était clair que ces insectes vivaient sous le papier peint. Nous étions absolument terrifiés et avons quitté la maison en pleurant de peur. Notre voisin, Monsieur Stewart, est venu en courant chez nous. Il est entré dans la chambre de Ramona et, je ne sais pourquoi, a immédiatement appelé la police. En 15 à 20 minutes, les voitures de police sont arrivées et nous avons vu Monsieur Stewart leur dire quelque chose avec une expression de peur. Les policiers ont fait irruption dans le sous-sol et une horrible vérité nous a tous choqués. Ramona et Marco n'étaient que des meurtriers condamnés qui volaient et tuaient des gens en Californie. Ils avaient assassiné environ 6 à 7 personnes et trouvé une manière magique de cacher les cadavres. Ils ont échappé à la Californie et sont venus ici pour vivre déguisés. Mais la police a découvert que les os de ces victimes étaient gardés dans cette malle. Ils n'auraient jamais pu découvrir ce qui était arrivé à tout le corps des victimes si ce n'était pour le jour où Maria a accidentellement déchiré ce papier peint. Oui, Ramona et Marco écorchèrent leurs victimes et transformaient leur peau en papier peint pour la maison. Mais ils n'étaient pas professionnels, donc ils ne pouvaient pas conserver la peau correctement, ce qui attirait des insectes. Ils essayaient de repousser les insectes en utilisant des produits chimiques, mais ils n'ont pas pu cacher leurs crimes grotesques. Quand la police a menotté Marco et Ramona, je me tenais sur le porche de la maison avec Maria et Tony. En marchant vers la voiture de police, Marco m'a regardé, puis Ramona. Je te l'avais dit, cette gamine nous causerait des problèmes. J'aurais dû étrangler cette petite garce pendant qu'elle dormait ce jour-là. Je ne peux toujours pas oublier ses yeux rouges de colère quand il a dit combien il voulait me tuer cette nuit-là. Maintenant, tout a du sens pour moi. La voix de cette femme dans le mur, ses chuchotements parcourant la maison. Mais je ne peux en parler à personne. Je sais que personne ne me croira. J'ai simplement eu de la chance de ne pas avoir fini dans leur malle ou comme papier peint sur leur mur. Je suis mère adoptive et je dirige ce petit foyer d'accueil depuis 6 ans. J'ai grandi orpheline, donc j'éprouve de la peine pour chaque enfant qui se retrouve sans soins parentaux. Une amie à moi dirige une ONG qui aide ses enfants adoptifs à trouver une famille aimante et attentionnée. Parfois, je m'appelle Michel
et voici l'histoire d'un nouvel enfant que je viens d'accueillir. C'était un mardi matin. Je préparais le petit déjeuner pour mon autre fille, une fillette de 9 ans qui était également sous ma garde. J'étais occupé à faire des crêpes quand Jessica a dit depuis l'autre pièce « Maman, ton téléphone sonne, quelqu'un t'appelle ». Je me suis rendu compte que j'avais laissé mon portable dans la chambre, alors j'ai couru le chercher. Je suis arrivé trop tard, donc l'appel s'est terminé avant que je ne puisse répondre. Quand je suis revenu, j'ai vu que Jessica était déjà habillée pour aller à l'école et attendait le petit déjeuner. Je lui ai rapidement servi les crêpes. « Voilà Jessica, j'ai fait tes préférés. » Elle a souri et a commencé à manger. 10 minutes plus tard, son bus scolaire est arrivé. Je l'ai accompagnée jusqu'au bus et elle m'a salué de la main en partant. J'étais sur le point de rentrer quand mon téléphone s'est remis à sonner. Cette fois, je me suis dépêché de répondre. C'était mon amie Karen, qui dirige l'ONG. « Salut Karen, désolé, je n'ai pas pu répondre à ton appel tout à l'heure. Jessica vient de partir à l'école. » « Pas de problème. Écoute, il y a un enfant qui va bientôt arriver à notre ONG. Il a 7 ans et, malheureusement, il a récemment perdu ses parents dans un accident d'avion. L'enfant a un oncle qui travaille à l'étranger, donc il y a une possibilité qu'il soit adopté. Mais en attendant, je voudrais que tu t'occupes de lui. Je viendrai avec l'avocat et les autres papiers légaux demain et je laisserai aussi l'enfant chez toi. Ça te va ? Oh, bien sûr, demain après-midi je suis libre. Alors, demain après-midi. À bientôt. Après l'appel, je suis allé acheter quelques courses pour le dîner du lendemain. J'étais ému en pensant à ce pauvre enfant qui venait de perdre ses parents. Je voulais lui réserver un accueil chaleureux, alors j'ai décidé de cuisiner quelque chose de sympa. J'ai acheté de la viande de bonne qualité, des légumes frais, des bonbons et du chocolat. Quand Jessica est rentrée de l'école, je l'ai assise et lui ai dit « Jessica, demain nous aurons un nouveau membre dans cette maison. Un petit garçon va venir vivre avec nous. » Jessica était très excitée et a dit « Waouh, maintenant je vais avoir un petit frère. » J'ai souri et je l'ai embrassée pour être une fille aussi gentille. Le lendemain, Jessica et moi avons décoré toute la maison avec des ballons et des guirlandes en papier coloré. Vers 19h, la sonnette a retenti. Jessica a couru à la porte et l'a ouverte avec un grand sourire. Karen était là avec un petit garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus, et à côté d'eux se trouvait un homme d'environ 50 ans. J'ai supposé que c'était l'avocat de l'enfant. « Entrez, je vous en prie », ai-je dit avec joie. Tout le monde est entré et s'est assis dans le salon. Karen a regardé Jessica et a dit « Tu deviens une très jolie fille ». Jessica a rougi de bonheur. Puis elle a regardé le petit garçon et a dit « Tu es mon frère, n'est-ce pas ?» Nous avons tous ri en entendant ces paroles adorables, sauf le petit garçon. Il s'est assis comme un robot, n'a pas parlé ni souri une seule fois. Karen a dit « Lautaro, dis bonjour à ta sœur, ça va être ta maison maintenant, tu seras très heureux ici. » Lautaro m'a regardé et a dit d'une voix sans vie « Qui est-elle ?»« Oh, c'est Michel, elle va devenir ta meilleure amie à partir de maintenant, » a répondu Karen. Je lui ai souri, mais il a continué à me regarder sans vie. Son visage était tellement vide qu'après un moment, son regard a commencé à me mettre mal à l'aise. Nous avons discuté des termes et conditions légales de la procédure. C'était rassurant de savoir que les parents de Lautaro lui avaient laissé suffisamment d'argent pour mener une vie stable. Il pourrait aller à l'université et profiter de toutes les opportunités sans aucun problème. Quand Karen prenait congé, elle a fait ses adieux à Lautaro. Lautaro n'est pas allé l'embrasser. Il est resté là un moment pendant que Karen montait dans la voiture, puis il est retourné sur le canapé dans le salon. Je me suis approché lentement et me suis assise à côté de lui. Je savais à quel point cet enfant avait vécu un traumatisme, alors je lui ai dit d'une voix douce « Lautaro, veux-tu une glace ?» Il a gardé la tête baissée et n'a pas répondu. Jessica a dit « Peut-être qu'il est fatigué, maman. » J'ai souri et dit « Je suppose que tu as raison. Toi, occupe-toi de Lautaro, je vais aller préparer leur lit. » J'ai entendu Lautaro lui demander « C'est ta vraie maman ?» Jessica a souri et dit « Non, mais j'aime l'appeler maman. Elle est gentille. Elle va bien s'occuper de nous. J'ai préparé leur lit. J'ai organisé des lits superposés pour les deux. Jessica a dormi dans le lit supérieur et j'ai bordé Lautaro dans le lit inférieur. Je leur ai donné un baiser de bonne nuit et Lautaro s'est tourné de l'autre côté du mur. Je suis allé dans ma chambre et me suis allongé sur le lit. Je ne me souviens pas de l'heure exacte, mais je me suis réveillé avec une sensation étrange. Avec mes yeux endormis, j'ai vu Lautaro debout juste en face de moi, respirant lourdement.
Toute la chambre était complètement sombre. J'ai pensé qu'il pourrait être malade, alors j'ai allumé la lampe de chevet et j'ai presque crié de peur. Lautaro se tenait là à me regarder, mais ses globes oculaires étaient d'un blanc pâle. Je ne sais pas comment, mais ses yeux étaient retournés, révélant la partie blanche. J'ai parlé d'une voix tremblante. « Lautaro, que t'est-il arrivé ?» Il a cligné des yeux une fois. « Ma maman m'appelle. Elle m'attend dans cette maison bleue. Ma maman, elle continue de m'appeler. » Je l'ai soulevée du sol en criant « Jessica, Jessica !» Jessica est venue en courant. « Qu'est-ce qui se passe, maman ? Appelle Karen tout de suite, s'il te plaît, appelle-la !» Jessica a appelé Karen, mais elle n'a pas répondu. J'ai mis Lautaro au lit. J'étais tellement effrayé que je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Jessica est restée éveillée avec moi tout le temps. Le lendemain matin, quand Lautaro s'est réveillé, je lui ai demandé « Te souviens-tu de ce qui s'est passé la nuit dernière ?» Lautaro m'a regardé sans dire un mot. Karen est venue le voir quelques heures plus tard après avoir reçu mon message. Elle l'a assis et lui a dit « Lautaro, mon chéri, tu dois comprendre que tes parents sont au ciel maintenant. Ils te regardent de là-haut. Malheureusement, ils ne peuvent pas venir ici. » Elle n'était pas ma vraie maman. Nous avons tous été surpris d'entendre le petit garçon dire quelque chose d'aussi étrange. Karen et moi avons échangé un regard de surprise. « Mon chéri, que dis-tu ? Elle était ta maman, elle t'aimait. Ma maman est dans cette maison bleue. Elle m'attend là-bas. Pouvez-vous m'y emmener ?» Aucun de nous ne comprenait ce qui se passait avec cet enfant. Par curiosité, je lui ai demandé « Sais-tu où se trouve cette maison bleue ?» Lautaro a répondu « Oui, je peux vous y emmener. » Ce qui s'est passé ensuite a dépassé nos attentes. Karen et moi avons pensé que la meilleure façon d'aider cet enfant serait de faire ce qu'il disait. Probablement qu'il voulait simplement que nous sortions. Les enfants peuvent faire des choses étranges pour des raisons étranges parfois. Alors nous sommes tous montés dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. Lautaro s'est assis à côté de moi et a dit « Prends la première à gauche. Faites-moi confiance, les amis. » Il nous a donné des indications comme un adulte pendant au moins une demi-heure et, à notre grande surprise, après avoir pris le dernier virage à droite, nous sommes arrivés à un grand lac. À côté de ce lac, il y avait une petite maison en bois bleu. Nous sommes sortis de la voiture et avons marché vers la porte d'entrée. Karen a frappé 2 fois à la porte. Nous avons entendu des pas lents à l'intérieur de la maison. En quelques secondes, une vieille dame a ouvert la porte. Elle ressemblait assez à ma grand-mère. Avec des yeux surpris, elle nous a regardés tous et a dit « Qui êtes-vous ? As-tu fait mon pudding au pain préféré, maman ?» La vieille dame l'a immédiatement regardée et a commencé à sangloter terriblement. Elle l'a embrassée et a pleuré pendant des heures. Nous avons appris que la femme avait un fils qui était dans l'armée. Le fils venait souvent pendant les vacances pour lui rendre visite. Un matin, elle a reçu la nouvelle du général de l'armée que son fils était mort en héros à la guerre 2 jours plus tôt. Son nom était Sam. Sam est mort le 21 décembre, le même jour que Lautaro est né. Cela peut sembler une étrange coïncidence, mais chaque fois que Sam venait rendre visite à sa maman, la première chose qu'il disait était « As-tu fait mon pudding au pain préféré, maman ?» Et il embrassait la pauvre vieille dame. Lautaro a parcouru la maison en nous racontant des détails très inhabituels que seul un membre de cette maison pouvait connaître. Et le plus effrayant de tout, c'est que la vieille dame nous a montré une photo de l'enfance de son fils. Ce n'était autre que Lautaro. Quand j'étais plus jeune, je voulais avoir des enfants plus que toute autre chose au monde. Mais quand j'ai découvert que je ne pourrais jamais porter d'enfant dans mon ventre, j'ai décidé de devenir mère d'accueil. Mon mari était heureux de faire cela avec moi, car les méthodes alternatives pour avoir nos propres enfants étaient bien au-delà de notre portée économique. Nous avons accueilli des enfants pendant des années, et bien que chaque enfant ait eu ses propres problèmes et défis, je les ai tous aimés. Il y avait un enfant que nous avons accueilli qui était différent, cependant, le dernier enfant à qui nous avons fourni un foyer temporaire. Simon n'était pas immédiatement différent des autres enfants que nous avions pris en charge, mais il y avait toujours quelque chose de perturbant chez lui. Il était silencieux, retiré, presque. Ce n'était pas rare chez les enfants venant de situations moins chanceuses, mais je n'avais aucune information solide sur son passé. Pour une raison inconnue de moi, l'organisation ne m'a rien dit sur lui, à part son âge et son nom. Normalement, on me donnait toujours au moins un rapport minimum sur le passé de l'enfant.
J'ai besoin de savoir ce qui pourrait les déclencher. Il y a toujours des sujets à éviter et différentes façons d'être sensible à différentes situations. Avec Simon, nous devions aller à l'aveuglette. On m'a laissé tirer mes propres conclusions sur les horreurs qu'il aurait pu voir. Il ne semblait pas avoir de cicatrices visibles, et quand j'ai essayé de l'embrasser, il ne s'est pas reculé, ce qui est un bon signe. Les enfants qui ont subi des abus ont tendance à se reculer quand on lève les bras. Je n'avais aucun intérêt à le pousser à me raconter d'où il venait. Je pensais qu'au fur et à mesure qu'il se sentirait à l'aise, il s'ouvrirait à moi. J'ai donc commencé le traitement de star qui avait réussi dans le passé. Nous lui avons laissé choisir une couleur pour peindre sa chambre et nous l'avons fait tous ensemble. J'aurais dû noter la couleur qu'il a choisie immédiatement, mais je voulais juste le rendre heureux. Lui donner le pouvoir de prendre des décisions était l'une des premières étapes pour qu'il se sente en sécurité. Nous avons donc peint sa chambre d'un rouge sans criard. Quand j'ai demandé à Simon ce qu'il aimerait d'autre pour décorer sa chambre, il a réfléchi longtemps. J'espérais qu'il dirait des camions de pompiers ou des super-héros, mais je me suis trompé. Peut-être des crânes ou du feu. Ou que diriez-vous des deux? C'était la première chose que je l'entendais dire avec émotion et, en vérité, cela m'a un peu perturbé. J'ai ri à ce moment-là en pensant qu'il faisait juste semblant. Ce fut l'un des nombreux signaux d'alarme que j'ai ignorés pendant son séjour. À ce moment-là, j'ai décidé d'essayer de poser des questions à Simon sur son passé. Je pensais lui demander s'il avait été dans certains endroits, comme une façon d'entrer dans le sujet de l'endroit où il avait vécu auparavant, mais avant que je puisse tirer beaucoup de choses, il semblait percevoir mon inconfort. « As-tu peur de moi, maman ?»« Toutes mes mamans ont peur de moi, » a-t-il dit en souriant. « Toutes tes mamans ?»« Bien sûr que non, chérie. Pourquoi dirais-tu cela ?» J'ai essayé de garder une expression douce malgré mon inquiétude face à sa déclaration. « Ne t'inquiète pas, maman. Bientôt tu auras peur. » Il m'a regardé fixement pendant un long moment puis a commencé à rire hystériquement. Après ce commentaire, Simon a refusé de dire quoi que ce soit d'autre sur le sujet. Je lui ai demandé pourquoi ses mamans avaient peur de lui et il est resté silencieux. Comme tu peux probablement le deviner, j'étais confuse et légèrement inquiète à ce sujet, mais l'organisation ne m'avait donné personne à contacter. Je n'avais vu son assistant social que lorsqu'il était arrivé, mais on ne m'avait pas donné son numéro de contact et je ne l'avais jamais rencontré avant ce jour-là. Un jour, je travaillais dans le jardin. Simon courait partout. « Simon, ralentis !» ai-je dit à voix haute. Il m'a regardé et a commencé à courir vers moi en faisant une très étrange expression. Je suis juste resté là à le regarder venir vers moi. Je me sentais mal à l'aise, mais je ne bougeais pas, pensant qu'il essayait juste de jouer avec moi. Il s'est approché très près de moi et a fait un geste de poignardement avec ses mains. « Qu'essaies-tu de faire ?» lui ai-je dit. Il a souri et a répondu « Je vérifiais si tu avais peur de mourir ou non. » « Simon, tu ne peux pas dire des choses comme ça, tu le sais. » « J'ai fait pire, » a-t-il dit, et est allé vers la maison. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, stupéfaite de peur. J'ai décidé de continuer à enquêter sur sa situation. Je suis allé dans cette organisation le jour suivant. Quand j'ai posé des questions sur lui au directeur de l'organisation, j'ai vu son visage pâlir. « A-t-il essayé de blesser quelqu'un ?» a dit l'homme. J'étais complètement surprise d'entendre une telle déclaration parce que pourquoi quelqu'un dirait-il quelque chose comme ça à propos d'un petit enfant sans raison ? J'ai regardé l'homme avec un visage très en colère et j'ai presque crié « Quelqu'un va-t-il me dire ce qui se passe avec cet enfant ?» L'homme a alors dit « Simon a été adopté par 2 familles avant, et chaque famille a subi des accidents mystérieux qui ont abouti à la mort de l'enfant. Nous ne savons pas pourquoi ses parents affirment que Simon était impliqué d'une manière ou d'une autre dans ces accidents. » Le directeur général m'a regardé et a dit « Madame, nous essayons de contacter ses parents biologiques. Vous serez la première informée une fois que nous aurons trouvé des informations sur lui. D'ici là, surveillez-le et faites attention. » Ces derniers mots, « faites attention », m'ont fait trembler. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison. Au moment où je suis entré dans la maison, j'ai reçu la surprise de ma vie. Simon était assis par terre, tenant ma fille adoptive, Carrie, par le cou. Il avait un couteau bien aiguisé sur sa gorge et me regardait avec haine et mépris. « Simon, que fais-tu ? C'est dangereux, laisse-la partir !» Carrie sanglotait de peur. Je me suis approché de lui, juste pour entendre « N'essaie pas de t'approcher ou je la tranche !» Entendre ces mots d'un enfant n'est définitivement pas quelque chose à laquelle on est habitué.
Je me suis rendu compte que la seule façon de l'arrêter était de le calmer avec mes paroles. « Chérie, laisse-la partir. Maman est ici pour prendre soin de toi. Tu ne veux pas faire ça, Simon. » « Vraiment ? Si tu voulais prendre soin de moi, pourquoi es-tu retourné à l'organisation ? Carrie m'a dit que tu y étais allé pour trouver mes parents biologiques. » « Je ne veux pas de mes parents biologiques. Je n'ai pas de parents biologiques. Ils sont tous morts. » Mon corps était engourdi de peur. « Que dis-tu, Simon ? Que leur est-il arrivé ? » J'ai brûlé la maison pendant qu'ils dormaient. Je me souviens encore de leurs cris et je chéris ces souvenirs. Soudain, mes yeux se sont dirigés vers la fenêtre en verre et j'ai vu mon mari là-bas, faisant des gestes pour que je me calme. J'ai réalisé qu'il avait probablement appelé la police. Tout ce que nous avions à faire était de sauver Carrie de Simon pour qu'il ne puisse pas la blesser. J'ai commencé à sangloter. « Simon, chéri, s'il te plaît, laisse-la partir. Nous pouvons être une famille. Je t'aime, papa t'aime. Pourquoi fais-tu ça ? Papa ne m'aime pas, mais je pensais que toi, oui. Mais tu as brisé ma confiance, et maintenant voici ta punition pour cela. » Il a levé le couteau en direction de la gorge de Carrie. J'ai sauté. « Non !» J'ai fini par protéger Carrie avec mon bras, mais avant de pouvoir la sortir de la portée de Simon, il m'a coupé le bras. Mon mari est entré en courant et a immédiatement désarmé Simon. Simon hurlait comme un loup affamé et ses yeux brûlaient comme le feu de l'enfer. Mon mari le tenait fermement pour qu'il ne puisse rien faire ni blesser personne. Finalement, la police est arrivée et a emmené Simon dans un centre de détention pour jeunes. Cette expérience est la raison pour laquelle Simon a été le dernier enfant de famille d'accueil que nous avons pris en charge. Je ne pouvais pas supporter l'idée de m'occuper d'un autre enfant assassin. Simon ne se souvient pas de l'obscurité qu'il avait. Il aime toujours sa maison avec nous. La dernière fois que je l'ai visité au centre de détention, il m'a regardé avec le même regard sans vie et a dit « Tu as été la première maman à ne pas avoir peur de moi, et tu seras aussi ma dernière maman. » Cette expérience a été la plus effrayante de ma vie, et bien qu'il soit difficile d'accepter que Simon puisse être réhabilité, je ne peux m'empêcher de ressentir de la compassion pour lui. Sa vie a été marquée par tant de tragédies et de traumatismes. J'espère sincèrement qu'il trouvera un jour la paix intérieure et qu'il pourra surmonter ses démons. Après cette expérience, mon mari et moi avons décidé de ne plus prendre d'enfants en famille d'accueil. La peur et le traumatisme étaient trop grands et nous ne pouvions pas risquer de revivre une telle situation. Nous avons recentré notre énergie sur notre couple et sur la création d'un environnement aimant et sécurisant pour nous-mêmes. Chaque enfant que nous avons accueilli a laissé une empreinte sur notre cœur, mais Simon restera à jamais gravé dans notre mémoire comme celui qui a bouleversé notre vision du monde. Sa présence nous a rappelé que la souffrance humaine peut se manifester de manière imprévisible et que même les âmes les plus endommagées méritent notre compréhension et notre pitié. Aujourd'hui, je partage cette histoire non seulement pour exorciser mes propres démons, mais aussi pour sensibiliser à l'importance de la vigilance et du soutien pour les familles d'accueil. Il est crucial que les organisations fournissent toutes les informations nécessaires pour que les parents d'accueil puissent prendre soin des enfants qui leur sont confiés de la manière la plus sûre et la plus bienveillante possible. En fin de compte, être parent d'accueil est une mission noble et essentielle. Cela demande une grande résilience, une patience infinie et un amour inconditionnel. Et même si notre expérience avec Simon a été terrifiante, elle nous a également appris des leçons précieuses sur la nature humaine et la capacité de guérison. J'espère que d'autres familles d'accueil pourront apprendre de notre histoire et continuer à offrir un foyer aimant et sûr à ceux qui en ont le plus besoin. Il s'est écoulé tant de temps depuis cet événement, mais je me souviens encore de chaque seconde. C'est comme si ces souvenirs étaient gravés dans ma mémoire et, malgré mes efforts, je ne peux jamais oublier mon séjour à la Tennessee Children's Home Society. J'avais seulement 9 ans quand on m'a emmené. Je ne peux pas me rappeler le visage de ma mère, mais je me souviens de ses protestations alors qu'on m'arrachait à elle. C'était en 1946 et je venais d'être placé dans une agence d'adoption à Memphis, Tennessee. Bien que je ne puisse pas me souvenir de l'apparence de ma mère, je me rappelle pourquoi on m'a éloigné d'elle. Ma mère était une mère célibataire. Elle devait travailler énormément pour nous nourrir tous les deux. Elle me laissait souvent seul pendant de longues périodes à cause de son travail et rentrait souvent tard le soir. J'étais fille unique, donc être seule la plupart du temps m'a rendu très mature pour mon âge. J'ai dû apprendre à prendre soin de moi car je faisais beaucoup de choses à la maison par moi-même.
La plupart de nos voisins accusaient ma mère de négligence, mais même à cet âge, je savais qu'elle faisait ce qu'elle devait faire pour mettre de la nourriture sur notre table. Bien que nous ne passions pas beaucoup de temps ensemble, j'aimais ma mère et j'étais reconnaissante pour tout ce qu'elle faisait. Notre vie n'était pas parfaite, mais elle était bonne et j'adorais être avec elle. Mais notre temps ensemble n'a pas duré, car malheureusement, les choses ont rapidement pris un tournant dramatique. Ma mère était tombée gravement malade. Elle a perdu son travail à cause de ses problèmes de santé et les choses sont vite devenues beaucoup plus difficiles pour nous deux. Elle avait encore un peu d'argent qu'elle avait économisé grâce à son travail, donc c'était ce qu'elle utilisait pour nous nourrir pendant cette période. Nos voisins, qui ont pris connaissance de notre situation, ont décidé que ma mère n'était pas apte à s'occuper de moi, et bientôt la nouvelle s'est répandue à une agence d'adoption proche à Memphis, et c'est à ce moment-là qu'ils sont venus me chercher. Je n'oublierai jamais le matin où ils sont arrivés. C'était la première fois que je voyais la secrétaire exécutive de l'agence, Madame Tania. Je ne lui avais même pas parlé, et je savais déjà que c'était une femme froide. Elle et ses collègues se sont essentiellement précipités sur ma mère et l'ont forcée à me céder la garde. Ma mère n'était pas d'accord au début, car elle leur disait qu'elle se rétablirait bientôt et reprendrait le travail, mais ils lui ont dit qu'il n'y avait aucune garantie de cela. Ma mère ne voulait pas me laisser partir, et je ne voulais pas partir, mais j'étais assez intelligente pour savoir que nous n'avions pas d'autre choix. En essayant de convaincre ma mère de me laisser partir, ils lui ont dit que je ne serais sous leur garde que temporairement jusqu'à ce qu'elle aille mieux, alors ma mère a accepté à contre-cœur. Avant que nous partions, ma mère a demandé si elle pouvait me serrer dans ses bras et me dire au revoir, mais ils ne le lui ont pas permis, et ils m'ont traîné hors de notre maison. Je me souviens d'avoir crié et protesté alors qu'ils ne la laissaient pas dire au revoir. Elle criait et disait qu'elle avait changé d'avis, mais ses supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd alors qu'on me traînait de force. J'ai lutté, mais je ne pouvais rien faire. Alors qu'on me mettait dans la voiture, je pouvais voir les visages de nos voisins qui pensaient faire la bonne chose en appelant l'agence d'adoption, mais sans le savoir, ils m'avaient envoyé dans un endroit pire que l'enfer lui-même. Mon séjour à la Tennessee Children's Home Society a été les pires années de ma vie. Pour une raison inexplicable, mon placement temporaire était maintenant devenu permanent, car personne ne me disait quand je pourrais rentrer chez moi. Il y avait peu ou pas de nourriture dans le foyer pour enfants, donc j'avais faim la plupart du temps. Le personnel féminin en charge de nous portait des blouses blanches d'infirmières. Ces femmes étaient très abusives et nous traitaient horriblement. Je me souviens d'un incident où j'ai demandé une petite portion supplémentaire de nourriture et j'ai reçu un coup de poing au visage. Le coup m'a fendu la lèvre et je me souviens d'avoir pleuré de douleur pendant des jours. Chaque jour était pire que le précédent et je priais chaque nuit pour m'en aller un jour. Mais même alors, je savais que les choses n'étaient pas en ma faveur. Les couples qui venaient au foyer pour adopter choisissaient souvent des bébés et les enfants plus âgés comme moi n'étaient jamais choisis, car peu de familles cherchaient des enfants plus âgés. En raison du manque d'intérêt, le personnel détestait les enfants plus âgés du foyer et nous négligeait souvent. Cela nous a conduit, la plupart d'entre nous, à nous serrer les coudes et à prendre soin les uns des autres. Et c'est ainsi que j'ai rencontré mes amis Katie et Natacha. Bien que mes jours au foyer pour enfants soient restés horribles, mes amis Katie et Natacha rendèrent les choses un peu plus supportables pour moi. Nous racontions des blagues, riions ensemble et parlions de nos rêves et des endroits où nous irions quand nous quitterions enfin le foyer pour enfants. Pendant un temps, j'ai réussi à trouver un peu de bonheur avec mes amis, mais les choses ne sont pas restées ainsi, car pendant cette période, j'ai commencé à remarquer des choses très étranges qui se passaient dans le foyer pour enfants. Pour une raison inconnue, la plupart des enfants du foyer pour enfants commençaient à disparaître. C'était comme s'ils disparaissaient dans la nature, car aucune explication n'était donnée pour leur disparition. Je savais qu'ils n'étaient pas adoptés, car tout le foyer pour enfants savait généralement quand un enfant était adopté. Ce n'étaient pas seulement les enfants plus âgés, car certains bébés disparaissaient aussi. La plupart des autres enfants ne semblaient pas remarquer ou se soucier de cela, car il semblait que j'étais la seule à remarquer l'activité étrange. Ma mère me disait toujours que j'étais une enfant très perceptive. Alors je suppose que c'est pour cela que cela a attiré mon attention. J'étais inquiète et préoccupée par les disparitions étranges. Mais je n'ai rien fait ni posé de questions, car je savais que cela conduirait à une raclée du personnel. Mais ce ne fut pas long avant que Natacha ne disparaisse mystérieusement et je savais que je devais commencer à poser des questions maintenant. Je me souviens d'avoir demandé à une des infirmières, une femme méchante nommée Cecilia, si elle savait ce qui était arrivé à Natacha.
Cecilia avait une cicatrice sur la joue et avait toujours une expression de mépris sur son visage. Ses yeux étaient rouges et globuleux et elle nous regardait généralement, nous les enfants, comme si nous étions les choses les plus répugnantes de la planète Terre. Nous avions tous peur d'elle, mais elle était la seule de service cet après-midi-là. Alors j'ai rassemblé mon courage et je lui ai demandé si elle savait ce qui était arrivé à Natacha. La première chose que Cecilia a faite a été de me gifler au visage en criant « Silence, démon enfant, comment oses-tu me parler directement ? N'ose jamais me poser des questions stupides, ni mentionner le nom de cette fille dans ce foyer jamais plus. » Et avec cela, elle est partie. La gifle n'a pas fait aussi mal que d'habitude, car, aussi tordu que cela puisse paraître, je m'étais habitué aux abus constants que je subissais dans le foyer pour enfants. Donc je n'allais pas abandonner et j'ai continué à espionner Cecilia chaque fois que je le pouvais, car je savais qu'elle finirait par me donner une réponse. Quelques jours sont passés, mais une nuit, j'ai vu Cecilia porter quelque chose dans un terrain vague près du foyer pour enfants. Je ne pouvais pas vraiment voir ce qu'elle faisait, mais il semblait qu'elle mettait le paquet dans un trou peu profond qu'elle avait creusé dans le sol avant de le recouvrir de terre. Je me suis dit qu'elle devait y cacher quelque chose d'important, alors j'ai fait des plans pour m'éclipser du foyer pour enfants et vérifier ce que c'était cette même nuit. Le jour était le 14 mai de 1948. J'avais seulement 11 ans à ce moment-là et j'avais réussi à m'éclipser du foyer pour enfants cette nuit-là et je me suis dirigé vers le terrain vague. Il faisait sombre, mais je pouvais identifier l'endroit où Cecilia avait creusé grâce à la terre fraîche. Je n'avais pas de pelle, donc j'ai dû utiliser mes mains. Ça faisait mal de creuser avec mes mains nues, mais j'étais déterminé. Il ne fallut pas longtemps avant que je tombe sur quelque chose, car le trou était assez superficiel, mais ce que j'ai vu m'a horrifié jusqu'à la moelle. Sortant de la terre, il y avait la main d'un enfant, et, en retirant un peu plus de terre, j'ai vu le visage en décomposition de mon amie Natacha. Il y a beaucoup de choses qui peuvent laisser des cicatrices permanentes sur une fillette de 11 ans. Mais cela ne m'a pas seulement laissé des cicatrices, cela a détruit tout mon état mental. J'ai pu comprendre que Natacha n'était pas la seule enterrée dans la tombe peu profonde, car je pouvais voir les restes de bébés et d'autres enfants. J'ai commencé à crier de toutes mes forces, et il ne fallut pas longtemps avant que Cecilia et le personnel ne me trouvent. Ils m'ont immédiatement traîné de retour au foyer pour enfants et ont rapporté ce que j'avais fait à la directrice de l'agence, Madame Tania. Elle et Cecilia ont commencé à me frapper jusqu'à ce qu'elle me laisse presque morte et se sont assurés que je jure de ne jamais répéter ce que j'avais vu. J'ai crié pendant des jours jusqu'à perdre la voix et j'ai continué à crier quand je l'ai retrouvée, car je ne pouvais pas sortir l'image horrible de mon esprit. Madame Tania et Cecilia me droguaient chaque fois que je criais et parfois elles m'enfermaient et me laissaient mourir de faim chaque fois qu'elles voulaient me donner une leçon. Mon unique amie, Katie, me donnait souvent une petite portion de sa maigre nourriture, et je suppose que c'est ce qui m'a gardé en vie. Je ne sais toujours pas comment j'ai survécu à toute la situation, et je n'oublierai jamais les yeux froids de Madame Tania après m'avoir enfermé et m'avoir dit « Je t'aurais tué de mes propres mains pour ce que tu as fait, mais certains de mes clients ont commencé à montrer de l'intérêt pour les enfants plus âgés. C'est la seule raison pour laquelle tu es en vie, car ta vie sans valeur pourrait se vendre à bon prix. Quelques jours ont passé après cela avant qu'ils ne me laissent finalement sortir. Ils m'ont dit qu'un couple voulait adopter une fillette âgée de 8 à 13 ans et que j'avais été choisi. Je me souviens d'avoir pleuré en leur disant que je ne voulais pas être adopté, que je voulais rentrer chez moi avec ma mère. Alors ils m'ont dit que ma mère était morte, que je ne pouvais donc pas retourner avec elle et que cette nouvelle famille était ma seule option. Cela m'a fait très mal d'entendre cela, et j'ai pleuré abondamment alors qu'ils couvrirent mes ecchymoses et me rendaient présentable pour ma nouvelle famille. Le dernier souvenir que j'ai de la Tennessee Children's Home Society est de dire au revoir à Katie et l'expression satisfaite sur le visage de Madame Tania alors qu'il m'emmenait pour commencer ma nouvelle vie. Heureusement pour moi, mes parents adoptifs, Frank et Lucille, étaient très gentils. Frank était un homme d'affaires riche et Lucille était une psychologue devenue enseignante. Elle et Frank pouvaient dire que j'étais traumatisé, alors ils m'ont soigné et m'ont donné l'aide dont j'avais besoin. Cela a pris du temps, mais j'ai fini par guérir. Étonnamment, seulement 2 ans après avoir été adopté, j'ai vu aux nouvelles que Madame Bella George Tania était une trafiquante d'enfants qui dirigeait la Tennessee Children's Home Society, une agence d'adoption à Memphis, Tennessee. Le reporter a indiqué que la plupart des enfants avaient été arrachés de force à leur famille ou enlevés et vendus à des couples et des familles riches.
Il a également été mentionné que la plupart des enfants avaient été maltraités pendant leur séjour au foyer pour enfants et dans certains CA morbides. Certains d'entre eux avaient été tués. On estimait qu'environ 5000 enfants avaient été volés et qu'environ 19 enfants officiellement enregistrés avaient été tués à cause des abus. Certains des enfants victimes de Tanya avaient été confirmés comme enterrés au cimetière Elmwood à Memphis, Tennessee. Cependant, de nombreux autres enfants n'ont jamais été comptabilisés. Le nombre exact d'enfants décédés reste inconnu, car on estimait qu'environ 500 décès étaient dus à des mauvais traitements. Une enquête d'État qui a commencé le 11 septembre de 1950 en raison de l'augmentation des CA de fraude en matière d'adoption et d'un système d'adoption de bébés au marché noir qui a rapporté des millions de dollars à Tanya, a conduit à la fermeture de la Tennessee Children's Home en 1950. Mais George Tanya est décédée d'un cancer 3 jours avant que des accusations ne soient portées contre elle. Elle n'a donc jamais été poursuivie. J'étais encore une enfant quand tout cela est arrivé, donc je ne comprenais pas complètement la situation. Mais j'ai enquêté sur tout cela en grandissant, et c'est alors que j'ai réalisé que Madame Tanya dirigeait l'agence d'adoption comme une sorte de marché noir de bébés. J'ai également découvert que j'étais l'une des rares chanceuses à être placée dans une bonne famille, car j'ai entendu dire que certains enfants avaient été placés dans des familles abusives ou utilisés comme main-d'œuvre enfantine dans des fermes. Enquêter sur l'incident a ravivé de nombreux mauvais souvenirs, mais j'ai fini par les surmonter. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai cherché ma mère biologique et j'ai vite découvert que le foyer pour enfants m'avait menti, car elle n'était morte que 3 ans plus tôt. J'ai aussi découvert qu'elle m'avait cherché de toutes ses forces. Bien que j'aime mes parents adoptifs, je regrette de ne pas avoir pu lui donner ce câlin et lui dire combien je l'aimais. Maintenant, je suis marié à un homme bon et j'ai une fille. Même après toutes ces années, je sais que je ne pourrai jamais oublier mon temps à la Tennessee Children's Home Society. J'ai lu que l'énorme scandale autour de l'agence d'adoption avait provoqué des réformes dans les lois sur l'adoption au Tennessee et cela m'a beaucoup réjoui, car je ne souhaiterais jamais ce que j'ai vécu à mon pire ennemi. Parfois, je me demande ce qui est arrivé à mon amie Katie. J'espère qu'elle a pu survivre à cet endroit horrible. Je sais qu'elle est là quelque part et je souhaite qu'elle ait obtenu une fin heureuse comme moi. L'histoire que vous venez d'entendre est un récit que j'ai tiré des pages du journal de ma mère, Madame Olivia Jones. Elle a maintenant 86 ans. Elle est née en 1937 et elle est toujours forte. Ma mère m'emmenait toujours au monument en mémoire des victimes de la Tennessee Children's Home Society au cimetière Elmwood quand j'étais enfant et je n'ai jamais compris pourquoi jusqu'à CE que je lise cette histoire. Je suis heureuse qu'elle ait pu survivre, alors j'ai décidé de partager son histoire pour sensibiliser aux horreurs vécues pendant tant d'années et pour illustrer aux agences d'adoption actuelles l'importance de mieux prendre soin de leurs protégés. Nos enfants sont l'avenir et nous devons en prendre soin du mieux que nous pouvons. Au fil des années, ma mère a trouvé des moyens de guérir, mais l'ombre de son expérience à la Tennessee Children's Home Society la suit toujours. Elle a été un phare de force et de résilience, et bien que son histoire soit pleine de douleur et de souffrance, elle est aussi un témoignage de la capacité humaine à surmonter les pires adversités. Chaque année, à l'anniversaire de son sauvetage, ma mère et moi visitons le monument en mémoire des victimes de la Tennessee Children's Home Society. Là, dans ce cimetière tranquille, nous nous souvenons des enfants qui n'ont pas eu la même chance qu'elle. Nous allumons des bougies et déposons des fleurs, honorant leur vie et promettant de ne jamais oublier leurs histoires. La Tennessee Children's Home Society est une tache sombre dans l'histoire des adoptions aux États-Unis, mais de cette obscurité sont nées des réformes qui, espérons-le, empêcheront que des tragédies similaires ne se reproduisent. L'histoire de ma mère ne met pas seulement en lumière les horreurs du passé, mais sert également de rappel constant de l'importance de la vigilance et de la responsabilité dans la prise en charge des enfants les plus vulnérables de notre société. Malgré tout, ce qu'elle a traversé, ma mère a trouvé la paix. Elle a vécu une vie pleine, entourée d'amour et de soutien, et a été une mère incroyable pour moi. Son courage et sa capacité à trouver la joie malgré son passé traumatique m'inspirent chaque jour. Alors que ma mère continue de raconter son histoire et de défendre les droits des enfants, j'espère que son récit résonnera dans de nombreux cœurs. Je veux que les gens sachent ce qui s'est passé dans cet endroit et qu'ils se sentent poussés à protéger et à prendre soin des enfants, en s'assurant qu'ils n'aient plus jamais à vivre l'enfer qu'elle et tant d'autres ont vécu. Son histoire est un héritage de résilience et un appel à l'action pour nous tous. Grâce à l'éducation et à la sensibilisation,
Nous pouvons travailler ensemble pour assurer un avenir où tous les enfants seront traités avec la dignité et le respect qu'ils méritent. Ma mère, Olivia Jones, est une survivante, et son histoire est un phare d'espoir dans une mer de douleur. Elle a démontré que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'amour et de la compassion peut prévaloir, et pour cela, je lui suis éternellement reconnaissante. Bonjour, je m'appelle Brandon, et voici l'histoire de comment un petit voyage d'adoption a failli terriblement mal tourner et a presque coûté ma vie. Vous pourriez penser que ma petite amie et moi voulions adopter un enfant, mais ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas vraiment intéressés par avoir des enfants, du moins pour le moment. Ce que nous voulions adopter, c'était un petit chiot. Le voyage fut long et nous pensions tous les deux que, puisque nous allions en Californie pour adopter un chiot, pourquoi ne pas rester quelques jours et prendre des vacances ? Une fois arrivés pour adopter le chien, nous avons rencontré la propriétaire au refuge. La fille semblait un peu réservée, mais on voyait bien que c'était une bonne personne. Non seulement elle nous a donné le chien et tous les papiers pour officialiser l'adoption, mais elle nous a aussi recommandé un hôtel pour passer quelques jours près de la plage. Le chiot était magnifique, un petit chien noir avec 2 yeux de couleurs différentes. Il avait encore environ 5 mois, mais comme ses pattes étaient assez longues, nous pouvions dire qu'il serait un grand chien. Nous ne voulions vraiment pas le stresser en voyageant d'un endroit à un autre, alors nous sommes simplement allés à l'hôtel que la fille nous avait recommandé et, heureusement, nous avons obtenu une chambre et avons pu nous installer. L'hôtel était très agréable. Nous étions près de la plage et il y avait toutes les commodités pour des vacances. Je pensais vraiment qu'avec le chien, nous ne pourrions aller nulle part, mais en réalité, cela a facilité les choses. Le chien était déjà vacciné et pouvait sortir se promener, donc il n'y avait aucun problème. Ce qui allait être un problème, c'était les voisins. Vous voyez, nous avons loué l'hôtel pour 2 semaines, c'est ce qu'il nous restait de vacances. Mais dès le 2e jour à l'hôtel, nous avons commencé à recevoir de nombreuses plaintes de la direction. Ces plaintes disaient que notre chien était trop bruyant, qu'il aboyait et les empêchait de dormir. En plus d'être cruel et injuste, c'était un mensonge, car le chiot faisait à peine du bruit et n'aboyait qu'1 ou 2 fois dans la journée. Nous avons essayé de rester en dehors de l'hôtel le plus possible, reposant le chiot pour qu'il dorme quand nous arrivions à l'hôtel et, dans l'ensemble, cela a fonctionné. Le chien était très calme et silencieux. Mais les plaintes non seulement ont continué, mais elles ont empiré. Elles devenaient de plus en plus agressives, et au point que le personnel de l'hôtel nous a dit que si les plaintes continuaient, nous devrions partir. À ce stade, nous ne savions pas quoi faire. Nous ne voulions vraiment pas aller dans un autre hôtel et le fait qu'on nous mette dehors nous semblait vraiment injuste. Celui ou celle qui se plaignait devait vraiment détester les chiens. La nuit où nous allions compléter notre première semaine là-bas, nous avons commencé à entendre beaucoup de bruits au-dessus. Quelqu'un déplaçait beaucoup de meubles. Il était 4 heures du matin, ce n'était vraiment pas l'heure de rénover. Effrayé par les bruits, le chiot a commencé à aboyer de peur. En réponse, les meubles ont cessé de bouger, mais nous avons entendu autre chose. La personne qui déplaçait les meubles a commencé à frapper le sol, ce qui arrivait jusqu'à notre plafond, et en même temps, elle criait aussi quelque chose. « Faites taire ce foutu chien avant qu'on vous mette dehors. » C'était la goutte de trop, c'était la personne qui nous dénonçait. Furieux, je suis monté les escaliers pour avoir une discussion. Ma petite amie voulait venir avec moi, mais quelqu'un devait surveiller le chien. De plus, elle savait où j'allais être. Une fois que je suis monté les escaliers, il n'a pas été difficile de trouver la chambre d'où provenaient les plaintes. La porte était ouverte et l'intérieur était sombre. J'ai pensé à partir, quelque chose dans cet endroit me donnait un mauvais pressentiment. Mais soudainement, la femme qui nous avait menacés avant a commencé à crier. Ce n'étaient pas des cris de colère, c'étaient des cris de douleur. Quelque chose lui arrivait. Peu importait combien je me sentais en colère contre elle, je ne pouvais pas permettre qu'une femme soit blessée, que ce soit par un voleur ou son propre mari. Je suis entré déterminé à voir ce qui se passait. À ma surprise, la porte s'est fermée et je suis resté dans l'obscurité. Il n'y a plus eu de cris, plus de mouvements, plus de plaintes. Rien. C'était comme si la pièce était vide. La lumière s'est allumée presque instantanément, mais quelque chose n'allait pas. La lumière était rouge. En inspectant la chambre d'hôtel, il n'y avait pas de meubles et des symboles sataniques étaient dessinés partout dans la chambre. Au centre, il y avait un énorme pentagramme.
Sans avoir le temps de traiter ceux qui se passaient, j'ai senti quelqu'un m'attraper par derrière et me tenir un couteau au cou, me faisant signe de comprendre que je devais rester silencieux. Sortant de l'ombre, une femme en robe cérémonielle s'est dirigée vers le cercle. Une fois qu'elle a enlevé sa robe, je l'ai reconnue. C'était la femme du refuge, celle qui nous avait donné le chiot à adopter. La femme s'est approchée de moi avec un regard sombre et indifférent sur le visage. Elle avait une seringue à la main et, sans me laisser le temps de parler, elle m'a rapidement injecté. Mon corps a commencé à se sentir faible. Je n'ai pas perdu connaissance. Je ne me suis pas endormi, ni n'ai eu d'hallucination, mais mon corps s'est affaibli et s'est effondré. L'homme a commencé à me traîner vers le centre du cercle et, une fois là-bas, ils m'ont enlevé tous mes vêtements, me laissant en sous-vêtements. La femme du refuge s'est approchée de moi avec une énorme dague pointée sur le centre de ma poitrine. Soudain, quelqu'un a frappé violemment à la porte de la chambre. C'était sûrement ma petite amie. Je devais l'avertir de ne pas entrer. Je devais lui dire que j'étais en danger. Ils ont tous fait des signes entre eux et ont éteint les lumières. Un homme s'est caché derrière la porte, comme il l'avait fait avec moi, et l'a ouverte lentement. J'ai essayé de crier, de bouger, de faire du bruit, mais je n'ai pas pu. Mon corps était totalement paralysé. Quand la porte a fini de s'ouvrir, ma petite amie était derrière avec le chien dans ses bras, mais elle n'était pas seule. Le gérant de l'hôtel et 2 policiers qui étaient de garde l'accompagnaient. Le policier a sorti son arme et a rapidement pointé l'homme derrière la porte. Les lumières se sont allumées et les 2 autres personnes dans la maison ont levé les mains. J'étais sauvé. Après avoir été secouru, j'ai appris toute la vérité. Les plaintes des voisins n'étaient pas réelles. Tout était un piège de la fille du refuge pour me faire entrer dans cet appartement de mon propre gré. Elle nous avait recommandé cet hôtel parce que c'est là que son petit ami travaillait, le gérant de l'équipe du matin, l'homme qui avait inventé toutes les plaintes. Ma petite amie a découvert que quelque chose n'allait pas avec moi parce que, sans que je le sache, elle m'avait suivi à distance pour s'assurer que tout allait bien et elle a vu quelqu'un qui était caché m'enfermer dans la chambre. Quand elle est allée le dire au gérant, il lui a non seulement dit qu'il ne savait rien des plaintes, mais il lui a dit que la chambre n'avait pas été louée depuis plus d'1 mois. Toute cette histoire d'adoption d'animaux était une façade pour que les jeunes couples deviennent victimes de leurs sacrifices et rituels qu'ils essayaient de faire dans cet appartement. Je n'étais pas la première victime, car il y avait eu des personnes avant moi qui n'avaient pas eu autant de chance que moi. Heureusement, le chien était toujours avec nous, mais dans notre maison, à partir de ce jour, nous ne pouvions plus jamais aller dans un hôtel sans ressentir de peur, ignorant chaque bruit que nous entendions et fermant les portes immédiatement. Bonjour, je m'appelle Camilo Johnsy et à un moment de ma vie, j'ai vécu brièvement avec une famille d'accueil, car mes 2 parents étaient décédés quand j'avais 9 ans. Ma mère est morte de diabète et mon père est mort d'une crise cardiaque peu après. Bien entendu, les années qui ont suivi cet incident ont été horribles pour moi, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune expérience n'a été aussi terrifiante que celle vécue chez la famille d'accueil des Bishops. Tout a commencé peu de temps après le décès de mon père. J'étais un enfant unique de 9 ans, sans presque aucun parent proche, donc il n'a pas fallu longtemps avant que les services sociaux ne viennent me chercher. Ils m'ont informé qu'il n'y avait rien à craindre car ils avaient déjà une famille d'accueil assignée pour moi. L'assistant m'a également informé que ma nouvelle famille d'accueil était bien connue et qu'elle avait déjà pris soin de jusqu'à 13 enfants par le passé et que le gouvernement avait entièrement confiance en eux pour la sécurité des enfants comme moi. Le lendemain, ils m'ont mis dans une voiture avec mon assistant et m'ont emmené dans ma nouvelle maison. En arrivant, la première chose que j'ai remarquée, c'est que la maison se trouvait dans une zone très reculée. Une grande maison se trouvait seule, entourée par un immense champ, et l'ensemble était entouré par une clôture. C'était une vue magnifique, pour être honnête, mais à ce moment-là, rien ne pouvait vraiment me rendre heureux. Nous avons passé la porte, et nous nous sommes dirigés vers la maison où un groupe de personnes nous attendait. À travers la fenêtre, j'ai remarqué une personne supplémentaire tondant la pelouse. Elle devait mesurer environ 1,98 m ou 1,99 m, mais ses vêtements indiquaient qu'elle ne faisait pas partie de la famille, alors j'ai simplement détourné le regard. Je suis descendu de la voiture et j'ai réalisé que le groupe était composé de 9 personnes. Le père était vêtu d'une tunique de prêtre en noir et blanc, tout comme la mère, mais avec un foulard sur la tête.
Les 7 enfants derrière eux variaient en ethnie et en âge, mais je pouvais dire en les regardant que j'étais le plus jeune. La mère s'est immédiatement approchée de moi et m'a donné une forte accolade. Elle s'est retirée en disant « Bonjour Camilo, nous savons que ces derniers jours ont été difficiles, mais tout ira bien. Bienvenue dans la famille Bishop. » Les jours qui ont suivi ont été complètement normaux. J'ai été présenté aux enfants et j'ai découvert que j'avais raison de supposer que j'étais le plus jeune, car la plus proche de moi était une fille de 12 ans, nommée Angela. Ironiquement, il s'est avéré que M. Bishop était un vrai prêtre, et pendant le peu de temps que j'ai passé dans la maison, je ne l'ai jamais vu porter autre chose que sa tunique noire et blanche. L'homme grand que j'avais vu tondre la pelouse était régulièrement dans la maison et semblait faire partie de la famille. Tout le monde l'appelait Oncle Sam, et, quand il ne tondait pas, il réparait quelque chose, ou parlait avec les adultes. J'ai passé la majeure partie de mon temps dehors dans les champs à lire, car les enfants n'avaient pas le droit d'aller à l'école. À la place, la mère nous faisait l'école à la maison, et nous passions la majeure partie de la journée sans rien faire. Les gars, ne vous ennuyez-vous pas parfois de rester à la maison toute la journée ? Il m'a fallu un moment, mais finalement Angela a répondu « Père et mère disent que nous ne sommes pas encore prêts. » Elle a continué en disant « Ils disent que si nous sortons, les démons viendront nous chercher et personne ne veut ça. » J'étais confus, car je supposais que nous étions tous déjà sortis au moins une fois avant de venir ici. Mais c'est alors que l'aîné des enfants a également parlé. De plus, je ne sais pas pour toi, mais nous sommes heureux ici. Il n'y a pas de but pour des gens comme nous là dehors. Ici, nous sommes en sécurité et dehors non. Il y a trop de pécheurs là dehors, et franchement, c'est répugnant. Il s'est arrêté et m'a regardé dans les yeux avant de dire « En plus, les démons qui ont emporté nos parents sont toujours là dehors. Nous devons être complets, sinon ils nous emporteront aussi. » Je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là, mais après cette conversation, je ne me suis jamais senti bien en étant avec les autres enfants. J'ai simplement pleuré cette nuit-là et je suis allé me coucher. Je me suis réveillé plus tard cette nuit-là pour aller aux toilettes et je pouvais dire qu'il était vraiment tard, mais en marchant vers les toilettes, j'ai commencé à entendre des bruits étouffés. Je ne pouvais pas dire d'où ils venaient, mais après les avoir remarqués, je ne pouvais plus les ignorer. J'ai décidé que ce n'était probablement rien, alors je suis simplement retourné au lit et j'ai choisi d'ignorer les bruits cette nuit-là. Le lendemain matin, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ces bruits que j'avais entendus la nuit précédente, alors j'ai décidé de demander à mère et père. Je me suis réveillé la nuit dernière pour aller aux toilettes et j'ai entendu quelques bruits étranges. Savez-vous ce que c'était ? Père a gardé son expression habituelle inchangée et a simplement regardé ailleurs, mais mère m'a regardé et a répondu « Camilo, tu n'aurais pas dû être réveillé si tard dans la nuit, c'est à ce moment-là que les démons sortent. Tu n'es tout simplement pas encore complet, donc ce n'est pas sûr. Mais ne t'inquiète pas, nous prendrons soin de toi jusqu'à ce que tu sois prêt. » Elle a esquissé un sourire sur son visage et s'en est allée. Toutes les nuits après cela, je me réveillais à peu près à la même heure pour entendre les mêmes bruits étouffés que j'avais entendus cette nuit-là. Une partie de moi était curieuse, mais pour la plupart, j'avais peur à cause de ce que mère avait dit, alors je me forçais toujours à me rendormir. Cela a duré jusqu'à cette horrible nuit. Je vivais avec les Bishops depuis 3 mois maintenant, et pendant presque 2 mois entiers, j'avais entendu les mêmes bruits étouffés toutes les nuits venant de quelque part dans la maison. Alors j'ai décidé qu'il était temps d'enquêter enfin. Je me suis réveillé à la même heure que d'habitude, et bien sûr, je pouvais entendre les bruits étouffés. Bien que je n'étais pas proche de l'un d'eux, mon plan était simplement de faire venir un des autres enfants pour qu'il vienne regarder avec moi. Je suis entré d'abord dans la chambre d'Arthur, mais son lit était complètement vide. J'ai pensé qu'il devait probablement aller aux toilettes, alors j'ai décidé de chercher quelqu'un d'autre. Mais étonnamment, les 7 chambres étaient identiques, avec les 7 lits complètement vides. Mon esprit naïf a immédiatement commencé à penser à ce que mère m'avait dit sur les démons. Et il n'a pas fallu longtemps avant que mes paumes commencent à transpirer et mon estomac à se contracter. J'ai commencé à penser que les démons avaient emporté tous les autres et que j'étais le prochain. Alors, complètement effrayé, je me suis dirigé vers la chambre des parents. Je n'y étais jamais entré avant, mais ma peur m'empêchait de penser clairement, alors je suis entré sans frapper et j'ai fermé la porte. Il m'a fallu un moment pour reprendre mon souffle, mais quand je l'ai fait, j'ai réalisé qu'un grand lit était dans une position étrange, presque comme s'il avait été déplacé, et comme les autres chambres, il n'y avait personne dedans. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué que les bruits étouffés semblaient plus forts et provenaient évidemment de cette chambre.
Plus important encore, il n'était pas étouffé, et maintenant je pouvais dire sans l'ombre d'un doute que c'était des voix. Je me suis lentement approché du lit, et bien sûr, il avait été déplacé pour révéler un escalier en bois menant aux voix que j'avais entendues. Je ne pouvais pas dire ce qui se passait depuis l'endroit où je me tenais, mais pour une raison quelconque, j'avais peur, car je ne savais pas ce que je verrais, mais je savais avec certitude que ce n'était pas quelque chose que je devais voir. Contre mon meilleur jugement, je suis lentement descendu l'escalier jusqu'à ce que je puisse voir. Mon cœur s'est immédiatement effondré en voyant ce qui se passait. La famille Bishop était vêtue de la tunique noire et blanche de Père. Ils se tenaient en cercle et au milieu, il y avait un homme d'âge moyen en sous-vêtements. L'homme était à genoux avec les 2 mains enchaînées au mur, son corps avait des marques partout et sa bouche était bâillonnée pour le faire taire. Il semblait aussi qu'il lui avait rasé la tête et il y avait des morceaux de cheveux restants sur sa tête. La famille chantait constamment les mots « Purge le pécheur, purge le pécheur, purge le pécheur ». Mais finalement, Père s'est approché de l'homme et a signalé le silence. Puis il a dit « Famille, nous nous sommes réunis ici une fois de plus parce que le mal ne se repose jamais, donc nous ne nous reposerons jamais. » Il s'est arrêté pour prendre un couteau d'Arthur avant de continuer. « Bishops, quel est notre but ?» Tous ont répondu une fois de plus avec les mots « Purge le pécheur ». À ce moment-là, j'étais complètement paralysé par la peur, mais je venais de réaliser que la famille était folle et je savais que je devais sortir de la maison rapidement. Mais quand je me suis tourné pour partir, les escaliers ont fait un grand craquement et immédiatement la famille s'est retournée pour me voir. « Camilo, je t'ai dit que tu ne devais pas être réveillé à cette heure. Nous n'avons même pas encore commencé tes leçons. » Mère m'a regardé plus déçue que surprise, et aucun des membres de la famille ne semblait se soucier du fait que moi, un enfant de 9 ans, avait vu ce qu'il faisait. C'est alors que Père a dit « C'est bon, Madeleine, viens, Camilo. » Il m'a fait signe de marcher vers lui. J'ai marché lentement vers lui, et il a mis une main autour de mon épaule avant de me faire regarder l'homme enchaîné en disant « Les leçons sur l'humanité que nous t'enseignons ne sont que cela, des leçons. Ce qui te rend un véritable être humain complet, ce sont des moments comme ceux-ci. L'homme que tu vois devant toi est un pécheur. » Ces cris ont commencé à résonner en moi et j'ai commencé à pleurer. Le péché est la raison pour laquelle Dieu nous punit, pourquoi il a emporté toutes tes familles. Les pécheurs sont la raison pour laquelle tu es seul dans ce monde. Maintenant, permettras-tu plus de douleur et de souffrance, Camilo ? C'est ton devoir de l'éviter, alors prends ça. À ce moment-là, il m'a forcé à prendre le couteau dans ma main et m'a poussé plus près de l'homme. Coupe-lui la gorge, Camilo, et deviens complet. Tu n'es plus seul, tu es maintenant un bishop. Et quel est le devoir d'un bishop ? La salle a répondu « Purge le pécheur ». Maintenant je tremblais, et je pouvais dire que l'homme devant moi avait aussi peur que moi. Je continuais à pleurer en tenant mes épaules et en répétant les mots « Purge le pécheur ». Finalement, j'ai pu rassembler mes pensées et, pendant que Père répétait ces mots, j'ai pris le couteau et l'ai poignardé dans la jambe. Il a poussé un cri instantanément et j'ai couru immédiatement vers l'escalier et hors de la chambre. Je n'ai pas arrêté de courir et il n'a pas fallu longtemps avant que je sorte par la porte et me dirige vers la porte de la clôture. Mais bientôt j'ai entendu des pas derrière moi et je me suis retourné pour voir la silhouette imposante de l'oncle Sam se précipiter vers moi. Il n'était pas prêt au début, mais chaque fois que je me tournais, il semblait de plus en plus proche. Maintenant je pouvais voir la porte et ce qui semblait être les lumières d'une voiture venant vers elle, et à ce moment-là, tout ce que je pouvais faire était d'espérer atteindre la porte avant que l'oncle Sam ne m'attrape. J'ai couru vers la porte et je suis tombé lourdement sur la route. La voiture qui venait vers moi s'est arrêtée brusquement et sur le siège du conducteur se trouvait une vieille dame. « Tout va bien, jeune homme ?» a-t-elle dit en regardant par la fenêtre. Je me suis précipité de l'autre côté en pleurant et j'ai dit « S'il vous plaît, aidez-moi, madame. S'il vous plaît, ils ont essayé de me tuer. » La confusion initiale était inscrite sur le visage de la femme, mais elle a simplement ouvert la porte et je suis rapidement entré. Alors que nous nous éloignions, j'ai jeté un coup d'œil en arrière et j'ai vu l'oncle Sam debout à côté de la porte ouverte, me regardant furieusement et, au loin, la silhouette de CE que je supposais être Père me regardant depuis une fenêtre de la maison. Bientôt, la maison a disparu de ma vue et ce serait la dernière fois que je verrais la maison des Bishops. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai expliqué la situation à mon assistant et aux officiers en charge de l'affaire. Au début, tout le monde pensait que j'étais un orphelin qui jouait la comédie,
Mais cette opinion a complètement changé après avoir visité la maison et n'avoir trouvé aucune trace de la famille Bishop. Des échantillons de sang ont été trouvés dans le sous-sol caché que j'avais décrit, mais la plupart des échantillons semblaient avoir un mélange d'ADN de différentes personnes et se sont révélés être non concluants. Au final, seules quelques victimes ont été identifiées. Le fait que j'ai affirmé entendre ces bruits toutes les nuits pendant presque 2 mois a conduit les autorités à croire que la famille Bishop avait pris jusqu'à environ 200 vies au cours des dernières années. Le gouvernement a fini par me placer dans un orphelinat pendant les 9 années suivantes de ma vie et, comme on pouvait s'y attendre, j'ai reçu une thérapie et un suivi régulier pendant mon séjour à l'orphelinat. La vérité est que quiconque n'a pas été un enfant d'accueil ne peut pas vraiment comprendre le courage qu'il faut pour vivre avec un groupe complet d'étrangers. Les idéaux, croyances et cultures de ces étrangers peuvent ne pas être ceux que nous pensons qu'ils sont. Certaines personnes obtiennent des foyers aimants, tandis que d'autres finissent dans les pires endroits imaginables, déguisés en foyers aimants. Moi, d'un autre côté, j'étais piégé en enfer pendant mon séjour en famille d'accueil et j'espère que personne ne vivra jamais ce que c'est que de faire partie de la famille d'accueil Bishop.